Merci, Monsieur le modérateur. Merci au Présidium, Madame la Présidente. C'est avec plaisir, comme d'habitude, que je me retrouve au Maroc, aux côtés de mon ami, le professeur Belhadir, que je félicite encore une fois par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui pour que vraiment le diabète soit un problème réglé en Afrique dans le futur. Je voudrais juste dire à l'entame de mon propos la difficulté que j'ai eue. On m'aurait demandé de parler de la législation au Sénégal, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais on m'a demandé, comme vous le voyez sur le titre, droit des diabètes et législation africaine. Ça a été très difficile. C'est le désert le plus complet. L'Afrique, c'est pas un pays. L'Afrique, c'est près de 50 pays. Et ça pose des problèmes. Et chaque pays a son mode d'évolution. Et il fallait, à partir de ce moment-là, effectivement, voir ce qui se passe. Alors, combien de minutes j'ai, justement? Merci beaucoup. Merci. Ce sera suffisamment large. Alors, je passerai aussi sur un certain nombre d'éléments qui sont sortis déjà dans les propos de mon ami Belhadir. C'est la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, effectivement, qui édicte les droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, etc., pour une bonne santé. Ceci est extrêmement important. Et ceci a été magnifié par le thème de la Journée mondiale de la santé, du diabète de 1959, qui constitue les droits, le diabète et les droits de l'homme. Vous en avez parlé déjà, donc je n'insiste pas là-dessus. Je rappelle simplement que cette session de l'IDF avait insisté justement sur toutes les inégalités frappantes qu'il y a pour l'accès aux soins aux diabétiques, l'accès à l'information, l'accès à l'éducation, l'égalité des chances pour un emploi. Et ceci était important parce qu'il soulignait que justement le nombre de diabétiques allait augmenter de façon faramineuse. À l'époque, je crois qu'il y avait à peu près 120 millions de diabétiques dans le monde. Aujourd'hui, on est à 500 millions. L'amélioration des conditions techniques et de prise en charge des diabétiques, normalement, devrait permettre aux diabétiques d'être mieux traités aujourd'hui. Donc, je vais mélanger un peu les choses. En fait, je vais parler de droit, mais je vais parler aussi d'aspects sociaux par rapport à la présence du diabète en Afrique. Dans les pays occidentaux, plusieurs problèmes ont été réglés. Il y a une législation quand même qui existe pour le droit au travail. Ça, on le voit. Pour la prise en charge des soins de santé, les cartes d'assurance sociale, la CMU, etc. La CMU, c'est complémentaire. Tout ça, ça existe. La participation des usagers à l'élaboration des politiques de santé est une réalité dans un certain nombre de pays. La formation des professionnels de santé va aujourd'hui dans le sens d'une meilleure prise en charge des malades diabétiques. Il existe beaucoup de structures spécialisées d'accompagnement avec les travailleurs sociaux, les avocats spécialisés, les assureurs spécialisés, etc. Ça existe dans les pays développés. Alors, mais est-ce que nous avons avancé en Afrique depuis la déclaration de 1998, depuis la Journée mondiale 98? C'est toute la question. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs enjeux en Afrique, des enjeux épidémiologiques. Je reviendrai très rapidement, on en a parlé depuis 2 jours, des enjeux politiques, des enjeux médicaux, mais aussi des enjeux socio-économiques. Alors, cette plaque pour rappeler simplement 2 choses. D'une part, la progression du diabète en Afrique, qui est très importante, on l'a vu, près de 250% d'augmentation d'ici 2040, mais aussi et surtout le nombre de cas non diagnostiques, 2/3 des cas ne sont pas diagnostiqués, malgré le nombre faramineux de 14 millions de diabétiques. Alors, l'Afrique, donc, a commencé à prendre conscience réellement du diabète à partir de 2006, à travers l'IDF Afrique d'une part, d'autre part à travers l'Organisation mondiale de la santé. L'IDF, en effet, a fait sa première déclaration à Brazzaville, le pays de mon ami Mona Beka, en 2006, pour dire qu'il fallait que chaque pays mobilise des ressources contre le diabète et organise la lutte contre le diabète. La même année, l'Afrique a participé largement au vote de la résolution 61-225 du 20 décembre 2006 dans le cadre de la coalition unie contre le diabète. Cette résolution qui reconnaît le diabète en tant que maladie chronique invalidante et coûteuse, associée à de lourdes complications qui représentent des risques graves pour les familles, le pays et le monde entier. 1 an après, ou 2 ans, justement, l'IDF Afrique s'est réunie à Nairobi, je faisais partie des experts, pour mettre en place un plan stratégique pour l'Afrique. Alors, l'OMS de même, pratiquement à la même période, qui était associée déjà à la résolution,
a pris aussi un certain nombre de décisions et a mis dans la 57e session déjà, il y a le vote de la stratégie régionale de lutte contre le diabète qui a été adoptée par le ministère de la Santé et qui a conduit à la mise en place d'un plan stratégique que vous pouvez retrouver sur Internet qui analysait la situation du diabète en fait, demandait à chaque pays d'analyser la situation et de proposer des stratégies adaptées de prévention et de contrôle du diabète et de mettre en place bien sûr un cadre de mise en œuvre, un plaidoyer, des finances, une mobilisation communautaire, etc. Voilà donc les deux éléments sur lesquels je vais m'appuyer pour parler un peu des droits sociaux et des diabétiques en Afrique. Alors, il faut dire que les deux organismes ont travaillé à peu près ensemble, ce qui fait qu'il y a des stratégies que l'on peut comparer entre les deux stratégies, plan stratégique de l'OMS et plan stratégique de l'IDF Afrique. Les objectifs, on peut les résumer sur la partie gauche de la plaque, d'abord par la sensibilisation et la prévention à tous les niveaux de la santé, primaire, secondaire, tertiaire. Pour cela, l'OMS comme l'IDF ont demandé que les États s'engagent, qu'il y ait une volonté politique à lutter contre le diabète. Et chaque pays a, à son niveau, essayé de faire quelque chose sur ce plan-là. Mais surtout, ils insistaient pour que cela soit possible, que chaque pays travaille pour qu'on ait des données fiables sur le diabète et les facteurs de risque associés, ce qui était à l'origine pratiquement par les années suivantes de toutes les enquêtes STEP partielles au total qui ont permis aux différents pays de pouvoir avoir des chiffres par rapport au diabète. On en a parlé hier. Deuxième aspect, deuxième objectif, c'était l'amélioration de la qualité des soins, mais aussi l'accès équitable des diabétiques aux soins de santé. Pour cela, les deux organismes ont demandé qu'il y ait d'abord des interventions de sensibilisation au niveau de la communauté pour qu'ils connaissent mieux la maladie diabétique. Je parlais hier déjà de cet aspect de méconnaissance et de négligence du diabète. La formation des personnels de santé, une formation orientée vers le diabète, une amélioration. Vous savez que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est égal dans pratiquement tous les pays. Le nombre de spécialistes du diabète se compte sur le bout des doigts. Dans la plupart des pays, il y a des pays où on a un seul diabétologue. Il y a d'autres pays qui en ont 10 ou 15. Je ne connais pas de pays qui en a 50. Donc ça se pose en Afrique francophone, en tout cas, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Fort heureusement aujourd'hui, justement suivant ces résultats, il y a un certain nombre de diplômes qui ont cours. Et aussi, il était demandé de mettre en place un paquet minimum de soins qui soit accessible aux patients, quelle que soit sa condition. Troisième objectif, c'était la mobilisation des ressources. Il fallait définir les priorités de prise en charge du diabète dans chaque pays et il fallait surtout faire en sorte que les fonds qui devaient être mis en place pour le diabète soient sécurisés. Et puis ensuite, il fallait optimiser ces ressources-là dans la lutte contre le diabète et les facteurs de risque. Ainsi, il était demandé à des partenaires techniques, au Parlement par exemple, de voter des lois pour une sécurisation de la finance pour le diabète, à des groupes d'action multisectoriels du privé comme du public, de mettre en place des mécanismes pour que le financement soit possible, de mettre en place des protocoles nationaux de prise en charge du diabète adaptés à l'environnement parce que, comme je l'ai dit, il y a des disparités selon les pays. On ne peut pas faire la même chose, mais il était demandé aux pays de le faire. Et surtout, il était demandé à tous les pays d'intégrer la prise en charge du diabète jusqu'au niveau le plus reculé des soins de santé primaires avec une pyramide sanitaire bien huilée. Et puis ensuite, l'OMS surtout demandé de soutenir la recherche sur le diabète, notamment sur les thérapeutiques traditionnelles du diabète. Ceci est extrêmement important en Afrique. Ensuite, le dernier objectif, j'ai essayé de les résumer. Il y a plusieurs objectifs, j'ai essayé de les résumer. Le dernier, c'était la mobilisation sociale. Les deux organes ont demandé qu'il y ait une organisation, que les organisations communautaires de base, les associations de femmes, les associations de jeunes, les associations religieuses, etc., que tout le monde se mobilise pour la lutte contre la maladie. Les associations de patients, bien sûr, n'étaient pas en reste et aussi un certain nombre de soutiens ont été demandés dans chaque pays. Alors, qu'en est-il à partir de là? Quelles sont les actions concrètes qui ont été proposées par l'OMS? Première action, c'est d'abord dans les écoles, qu'on mette des programmes sanitaires de prévention, des programmes nutritionnels au niveau des écoles, qu'on sensibilise déjà à cet âge-là sur les facteurs de risque et sur un mode de vie sain, que l'on mette des programmes structurés d'éducation physique et sportive
des informations pour les enseignants et les encadreurs des élèves et des étudiants. La collaboration avec les parents était quelque chose d'extrêmement important, que les enfants soient diabétiques ou non, et qu'il y ait un certain nombre d'actions facilitation. Dans le milieu professionnel, ils ont proposé que chaque pays travaille justement sur les différents droits qu'on est en train d'étudier, le droit à l'embauche, à l'avancement, j'en passe. Alors, à partir de là, où est-ce que nous en sommes réellement en Afrique de l'application de ces recommandations? Alors, le premier élément, que ce soit pour l'OMS, c'est l'exhortation des États. Les directives de l'OMS vont dans le sens de dire aux États, faites quelque chose pour les diabétiques. Ainsi, des correspondances ont été adressées au ministère de la Santé, autant par l'OMS que par l'IDF, rappelant l'importance de connaître l'ampleur du diabète dans le pays, ce qui a été les enquêtes STEP dont nous avons parlé hier, sur la conséquence du diabète et des facteurs associés sur la vie des patients, sur la nécessité d'une prévention dans le cadre de la lutte contre le diabète et sur la nécessité de mettre en place des financements pérennes pour le diabète. Et de la même façon, ils ont demandé la formation adéquate des professionnels de la santé pour qu'ils puissent adresser le diabète dans les différents pays. Et ainsi, l'IDF a élaboré plusieurs manuels, parmi lesquels le manuel de formation des formateurs en éducation en 2006, en 2006-2007. Il y a eu aussi un manuel de prise en charge, 2 manuels de prise en charge du diabète de type 1 et du diabète de type 2. Alors, les actions concrètes au niveau des États, je les ramasse. Selon les États, je ne dis pas si le Sénégal a fait ceci, mais il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été faits, soit grâce à l'État, soit l'État en association avec les firmes pharmaceutiques notamment. La création d'unités de prise en charge du diabète, on en a parlé dans tous nos exposés hier. La décentralisation de la prise en charge est devenue une réalité dans pratiquement tous les pays de la région. La mise en place d'un paquet minimum pour le dépistage et la prise en charge de base au niveau des soins de santé primaires se fait aujourd'hui. Si on prend le Sénégal, par exemple, on aura formé les médecins généralistes, au moins 500 médecins généralistes ont été formés pour la prise en charge du diabète. La référence contre référence, la subvention des médicaments, les assurances maladie, chaque pays y travaille en ce moment. Alors, la formation des professionnels de santé, c'était sur la mise en place progressive de la formation et de la remise à niveau. L'IDF, il y a beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de formations post-graduate qui ont été faites, effectivement. La création des manuels, j'en ai parlé tout à l'heure. La mise en place des protocoles de diagnostic, de thérapie et de suivi adaptés ont été faits par l'IDF, mais aussi repris de façon adaptée par certains pays. Et enfin, certains pays ont mis en place la supervision et l'évaluation des diverses actions. Alors, mais dans la réalité, il n'y a pas de législation africaine. Pour le moment, en tout cas, à ma connaissance, j'ai fouillé la littérature et tout, il n'y en a pas. Mais dans certains pays, c'est déjà à l'étude, en particulier sous la poussée des associations de patients. Parce que quand l'IDF a demandé, toutes les associations de patients dans leur pays se mobilisent aujourd'hui pour que justement il y ait cette possibilité-là. Alors concrètement, qu'est-ce que les diabétiques ont fait? Parce que dans nos pays, pour que ça réussisse, il faut la poussée des patients diabétiques. En tout cas, c'est l'exemple au Sénégal, c'est l'exemple en Guinée, c'est l'exemple dans d'autres pays. Alors, la prise de conscience des diabétiques a été une réalité depuis toujours. D'abord, ils savent qu'ils ont des difficultés à l'information, donc un enjeu social à l'information, à des soins de qualité. Bien sûr, j'en rapproche, le droit au travail, etc. Un enjeu économique important, puisque les dépenses de santé augmentent chez les diabétiques avec les complications et tout, donc c'est un enjeu économique extrêmement important. Un enjeu politique, parce que, justement, l'émergence des associations permet aux malades et à la société d'engager l'État, d'amener les États à mieux les prendre en charge. Donc, ceci a permis de redéfinir les objectifs et les rôles des associations. Plusieurs combats, l'intégration du diabète dans les soins de santé prioritaires et la décentralisation de ces soins, qui est devenue une réalité dans plusieurs de nos pays, la protection sociale adéquate avec des programmes dans les écoles, certains pays les ont initiés, des programmes dans les lieux de travail, en particulier dans les entreprises privées. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui se font, mais aussi le travail de sensibilisation au niveau de la communauté, à travers notamment les médias, se fait beaucoup.
Et pour donner l'exemple, il y a le M-diabète aujourd'hui qui permet d'adresser la communauté dans le cadre de la sensibilisation avec des messages courts qui sont envoyés. Aujourd'hui, plus de 100 000 personnes sont inscrites dans ce programme-là. Les soins de qualité, les États aussi font tout pour qu'aujourd'hui, l'accès aux médicaments, notamment à l'insuline, soit possible et que les diabètes se battent aussi pour une information meilleure, une participation les auditions les concernant. Enfin, c'est ma dernière plaque avant la conclusion. Aujourd'hui, la célébration mondiale de la journée mondiale du diabète, ce sont les diabétiques qui le font, en tout cas dans mon pays. La célébration de l'année mondiale de la santé aussi, ils y participent beaucoup. Les autorités, on l'écoute des diabétiques, les autres, on l'écoute. Les programmes dans les écoles, dans les communautés se font. Exemple de programme aussi de partenariat, par exemple, un programme qui s'appelle Santé Diabète qui implique à la fois 3 pays, Sénégal, Mali, Burkina Faso. Donc voilà globalement, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, ce que nous pouvions dire sur le sujet qui nous a été donné. En rappelant en conclusion que le diabète, effectivement, est un problème de santé publique, une maladie coûteuse, invalidante, une maladie galopante en Afrique aujourd'hui, on l'a vu. Il faut faire des actions. Plusieurs sont en cours pour améliorer la prise en charge. Il faut que les pays apprennent les uns des autres. Et enfin, il est important de réfléchir sur les mécanismes de prévénisation des erreurs mises en place et sur le cadre législatif. J'ai une dernière diapositive pour vous remercier.